On est ravis de vous avoir ce jour donc pour ce lancement de cette étude dans cette région que j'apprécie tout particulièrement, la région Bourgogne-Franche-Comté. Sur notre réflexion de cet après-midi, quand on fait nos haltes régionales, on aime bien mettre en avant certains thèmes parce qu'on est sur une étude très transversale sur l'étude Homer. Étant donné que l'idée, c'est vraiment d'avoir un panorama sur différentes thématiques, eh bien, aujourd'hui, on a décidé de mettre l'accent sur la jeunesse, élément très important, sur l'éducation, qu'elle soit donc de manière générale l'éducation inclusive, et puis les conséquences, retour d'expérience dans le domaine de l'enseignement et également de l'enseignement supérieur. Donc c'est bien de cette jeunesse dont on va pouvoir échanger ensemble. Donc c'est vraiment un élément essentiel. Et donc, on va parcourir, on va découvrir donc avec nos différents intervenants des retours d'expérience, des questionnements que vous pouvez tous avoir donc, sur ce sujet. Je rappelle, avant de laisser la parole pour quelques mots introductifs à Laurence de Roquefeuille, je vais vous rappeler les différents partenaires de cette Odyssée Homer. On retrouve la NPEA, les chiens guides d'aveugles, la VH, le GAPAS, la Fédération des aveugles de France, l'INJA de Paris, on entendra son directeur dans quelques minutes, les PEP 69, Voir Ensemble et Retina France, donc partenaires partenaires de ce consortium, donc d'un point de vue associatif. On a aussi des partenaires au-delà du collectif d'associations qui sont l'AGFIP, la CNAV, Optique 2000 et Clésia via le CCAH. Donc on est ravis, on remercie ces différents partenaires qui jouent un rôle majeur dans à la fois la communication et faire émerger cette étude qui est pour nous une étude fondamentale, assez unique, puisqu'on n'a pas d'études aujourd'hui à grande échelle sur la déficience visuelle dans notre pays. Donc, on a vraiment besoin de recueillir ces différents éléments, puisque effectivement, l'un des objectifs de l'étude, c'est à la fois d'apporter, on est en plein dans les élections présidentielles, c'est déjà d'apporter un regard sur la déficience visuelle dans notre pays, porter un certain nombre de messages pour ce qui va être nos nouveaux gouvernants pour ce prochain mandat, et de faire remonter, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau départemental ou local, différents points d'amélioration, que ce soit dans l'aménagement urbain, que ce soit dans les transports, que ce soit dans l'accès à la culture, au sport, etc. etc. Cette étude, elle est utile par rapport à ça. Et l'idée, effectivement, au-delà de l'étude, c'est peut-être de poser déjà les premières bases d'un observatoire de la déficience visuelle pour aussi pouvoir mesurer, comparer, comprendre quelles vont être les évolutions dans les prochaines années. Donc, c'est une très belle aventure et c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ces ouvertures régionales. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Laurence de Roquefeuille, vice-présidente de l'AVH, pour nous donner quelques petits mots introductifs. Bonjour à tous. Alors, l'AVH, c'est l'association Valentin VIII, parce que l'AVH, je ne sais pas si tout le monde connaît le sigle, donc je suis vice-présidente. Et puis, j'ai été embarquée dans l'aventure Homer parce que mon ancien métier, c'était ma formation, c'était une formation de statistique. Et donc, voilà, j'ai été embarquée dans l'étude de Homer à cause de ça. Et c'est une étude d'abord très intéressante, d'abord parce que c'est fait avec plusieurs associations, donc plusieurs associations de déficients visuels qui collaborent, c'est pas si fréquent, hein. Et là, ici, on est 3 associations représentées pour cette réunion, plus l'INJA, donc la moitié des fondateurs, hein, des membres du consortium qui a mis l'étude en marche, hein, puisqu'il y aura tout à l'heure Bruno Gendron, il y aura M. Alain, qui est aussi Bruno Gendron, qui est
premier vice-président de la Fédération des aveugles de France, et puis tout à l'heure, M. Alain, qui est trésorier national de l'association Voir Ensemble, plus d'autres membres de Voir Ensemble qui ont aussi beaucoup organisé cette réunion. Alors moi, je ne vais pas être trop longue, je vais juste vous dire que cette étude Homer, elle consiste au départ à faire une enquête. On a fait une enquête, on a fait des groupes de travail pour déterminer des questions. Et ces questions sont, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'études dans lesquelles on peut poser ce genre de questions. Par exemple, est-ce que vous avez voulu apprendre le braille, mais est-ce que vous n'avez pas pu? Est-ce que vous avez été en école inclusive, vous auriez voulu être en école inclusive, mais finalement vous avez été dans des établissements spécialisés, hein? Même la direction des statistiques du ministère de la Santé, qui fait des études sur l'incapacité, le handicap, la dépendance, etc., ne posera jamais ce genre de questions dans ses enquêtes. C'est une enquête qualitative où on pose des questions qui sont vraiment très spécifiques à notre problème visuel et des questions qui montrent qu'on connaît bien le domaine. Donc, j'insiste, c'est très, très important de remplir le questionnaire. C'est aussi pour ça qu'on fait ces réunions régionales, pour vous inciter ou inciter vos bénéficiaires, si vous êtes président de comité Valentin AUI ou de délégation locale de la FAF ou de Voir Ensemble, ou enfin d'ailleurs de toute autre association ou groupe, hein, on ne saurait trop vous inciter à remplir le questionnaire. Il est long, c'est vrai, ça met bien 1 heure pour remplir le questionnaire. Il est parfaitement accessible aux déficients visuels. Moi, je l'ai rempli avec un lecteur d'écran, je n'ai pas eu de problème. On avait testé cette accessibilité qui est très importante. C'est long, mais c'est la première fois qu'on fait une enquête de ce type. C'est la première fois qu'on pose des questions qui sont aussi spécifiques à la déficience visuelle. Donc, on ne saurait trop vous encourager à remplir le questionnaire. Alors, moi, je vais insister, tant pis, je vais prendre ma casquette d'ancienne statisticienne. Pour le moment, on a atteint les 1900 réponses, ce qui est déjà énorme pour une enquête comme ça. Mais par contre, aujourd'hui, on va parler de la jeunesse et sur ces 1900 réponses, on en a 287 pour des enfants de 0 à 15 ans et 168 pour des jeunes de 16 à 29 ans. Alors, pour vous donner une comparaison, hein, la pyramide des âges qui est éditée tous les ans par l'INSEE, elle nous montre que la population française au 1er janvier 2022, elle comporte 19% de jeunes âgés de 0 à 15 ans et 16% de jeunes âgés de 16 à 29 ans. Alors, vous voyez, nous, dans l'étude Homer, pour les jeunes de 0 à 15 ans, on n'a que 15% de réponses, c'est un peu déséquilibré, mais surtout, pour les jeunes de 16 à 29 ans, on a 9% de réponses au lieu de 16% dans la population totale. Donc, on sait bien que les déficients visuels, à cause de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a beaucoup de personnes âgées, mais ça ne suffit pas à expliquer un déséquilibre pareil. Et puis ensuite, 168 personnes, si on veut les étudier par sexe, et dans chaque sexe, par degré de déficience visuelle, c'est-à-dire déficience légère, déficience profonde ou cécité totale, ça fait 28 personnes par case, si vous voulez, par catégorie. Et c'est un peu léger. On aimerait bien avoir beaucoup plus de monde. Alors, bien sûr, tout le monde peut répondre et c'est important qu'en Bourgogne-Franche-Comté, tout le monde réponde, y compris les personnes plus âgées, les adultes de 30 à 59 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus. Mais là, il faut mettre un gros coup de projecteur sur les jeunes de 0 à 15 ans et de 16 à 29 ans. Et je pense que d'ailleurs, depuis qu'on le dit dans toutes les réunions de présentation régionale, ça a eu beaucoup d'effets. Hein, parce que début février, il n'y avait que 110 personnes âgées de 16 à 29 ans. Maintenant, on en est à 168, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même. Donc, voilà, je pense que j'ai passé mon petit message. D'autres associations du collectif vont intervenir. Et donc, je laisse la parole à Pierre-Marie qui va reprendre la main et passer à la personne suivante. Merci beaucoup, Laurence. Et effectivement, c'est vraiment, on n'insistera jamais assez, c'est le moment
pour répondre, pour faire entendre chaque réponse. C'est aussi un élément sur lequel on va pouvoir agir et ça vaut le coup de prendre quelques minutes, un peu plus que quelques minutes pour être honnête, mais de prendre le temps nécessaire une fois pour répondre à ce questionnaire parce que c'est vraiment utile pour les associations, mais utile pour porter les messages et ensuite faire évoluer tout simplement les choses. On a besoin de ça pour se faire entendre, tout simplement. On va, quand je préparais un petit peu les choses, j'ai découvert, on va entendre, on va échanger avec Stéphane Gaillard, qui est le directeur de l'INJA. Donc, en recherchant un petit peu des éléments, je m'aperçois que l'INJA a été créé en 1784. Est-ce que si je dis pas de bêtises, c'est donc une institution très ancienne. Peut-être juste faire un tout petit peu le lien sur son histoire, parce que c'est un établissement atypique, unique en France, l'INJA. Oui, bonsoir, bonjour, merci beaucoup. Je suis très honoré d'être ici. Il y a plus d'un titre pour ce lancement régional. Déjà parce que je suis moi-même originaire de Bourgogne, je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour promouvoir l'étude en mer étant dijonnais. J'espère que la Bourgogne-Franche-Comté sera à la hauteur des enjeux pour nous aider en fait sur cette étude. Effectivement, l'INJA, c'est une très vieille institution qui est donc créée par Valentin Huy. C'est ce qu'on partage avec la VH en 1784 sous Louis XVI. Et on est une institution atypique unique. Oui, et à la fois pour la déficience visuelle, mais il y a 4 de nos cousins en fait qui sont des instituts qui nous ressemblent pour les déficients auditifs, qui existent à Bordeaux, à Chambéry, à Metz et à Paris. Donc on est 5 en tout, mais nous sommes les seuls sur la déficience visuelle effectivement depuis plus de 2 siècles. Et nous sommes à la fois un institut en fait, qui permet des études in situ, mais aussi qui promeut l'inclusion. Je pourrais vanter, oui, de manière globale, tout ce que l'on fait en termes d'éducation, mais aussi pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette étude et pourquoi est-ce qu'on est, depuis le lancement de l'étude, partenaire. Et Roxane, qui, par humilité et en dehors de la caméra, est notre collègue à l'Institut qui s'occupe de l'étude au mer depuis le départ, que ce soit la conception, maintenant la diffusion, l'animation. Nous-mêmes, on essaie et on fait tout ce qu'on peut avec nos jeunes qui sont scolarisés chez nous, et quelle que soit leur région d'origine, on a bien 3-4 de Dijon déjà à qui on va inciter à répondre, puisqu'on a des problématiques aussi, on doit progresser en permanence. Et cette étude, et je vais appuyer ce qu'a dit ma prédécesseuse, c'est très important d'y répondre, car c'est une étude qualitative et elle va nous permettre, nous, à entamer des discussions de fond sur notre approche globale, pédagogique, enseignement, mais aussi voilà, la vie quotidienne, le médical. On a des problématiques en ce moment, on est en train de créer notre projet d'établissement, enfin de le mettre à jour, et on veut mettre l'accent sur la problématique des jeunes adultes. Et on a encore plus besoin, comme le disait ma prédécesseuse, d'avoir des jeunes adultes, donc les 16-25 ans, qui répondent pour qu'on comprenne en fait quelle est leur situation, quels sont leurs enjeux. Alors oui, on a un petit panel sur place, mais si on pouvait avoir une étude beaucoup plus profonde pour voir voilà où est-ce qu'on en est, quels sont les besoins, ce serait vraiment très utile pour nous, puisqu'on a la vocation, certes d'être unique, mais de rester comme une référence, un centre de ressources pour tous ceux qui ont besoin voilà, de savoir comment faire en termes pédagogiques, éducationnels, au niveau national en termes de déficience visuelle. Donc, pour vous présenter l'Institut national des jeunes aveugles, on est situé à Paris depuis toujours. On a déménagé en 1843 et depuis, on est stable au métro du Roc, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Donc, c'est un établissement qui était créé pour nous à l'époque et on est resté. Et donc, il y a eu un fort accent sur la musique dès le départ. On a une superbe salle de concert, par exemple. Et on intervient dès la naissance, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle nous un service d'aide aux familles qui a une vocation régionale et on intervient à domicile et sur le lieu de scolarité des enfants avant en fait la primaire, où toute notre équipe est projetée sur toute la région en termes médical, psychomote, et on va dans les crèches pour aider les instituteurs, pour les former
pour aider les parents à savoir jouer avec un bambin en déficient visuel. Donc ça, c'est avant la moyenne grande section de maternelle, puisqu'on commence la scolarité in situ dès la fin de maternelle et de primaire, où on a en demi-pension des élèves jusqu'au CM2, à la fois in situ et à la fois en inclusion, puisqu'on a un partenariat avec une école qui est à 2 rues de chez nous, une école primaire ordinaire, où on a pour l'instant une classe de CM, et l'année prochaine, on double en fait notre inclusion en incluant les cours élémentaires également, pour faire en fait le choix des parents qui pourront choisir entre le in situ chez nous ou l'inclusion dans l'école qui est à quelques encablures de Ninja. Ensuite, on a environ 45 collégiens qui sont soit en demi-pension, soit en pensionnat, et qui, eux, viennent soit de la région, soit de tout le territoire national, tout comme le lycée, d'ailleurs, puisqu'on a, en fait, jusqu'au bac, on a absolument tous les niveaux qui sont représentés. Et là, on a vraiment un recrutement national. C'est pour ça que je peux vous dire qu'il y a 3 Dijonnais qui sont au lycée, en internat, évidemment. Dès qu'on quitte la région parisienne, on propose l'internat pour éviter la fatigue des transports quotidiens et la praticité des choses. Et l'année prochaine, on ouvre une classe en inclusion dans un collège avoisinant. Et donc, on va permettre à des 5e et des 4e de pouvoir aller en inclusion en groupe, en unité externalisée d'enseignement. Et on a aussi une 50aine d'élèves que l'on suit par notre CESAD maison, parce qu'on a un CESAD en interne, et on a une 50aine d'élèves là qui sont projetés sur aussi toute la région, plus particulièrement dans les lycées parisiens et les collèges parisiens, et où on va les suivre avec un service spécifique, un peu comme pour la petite enfance, où on va avoir des éducateurs, des instructeurs en locomotion, des ABGistes qui vont aller, dès qu'on le peut, ou des profs de bureautique, leur apporter les prises en charge nécessaires pour qu'ils puissent continuer leurs études en inclusion. Et on a un service de transcription interne qui fait en fait tous les cours qui est transcrit pour les élèves qui sont en inclusion, en sachant que quand les élèves sont scolarisés chez nous in situ, ce sont tous nos professeurs qui font eux-mêmes la transcription pour la préparation de leurs cours. Et enfin, on complète avec un CAP d'accord facture de piano, où il y a 4-5 élèves par an qui rentrent, et on fait de l'inclusion inversée, puisque c'est nous qui accueillons des non-déficients visuels en cours avec nos élèves. Ça, on s'est inspiré de l'Institut national des jeunes sourds qui est à Paris, qui a plusieurs CAP qui sont en inclusion inversée, où elles accueillent des non-déficients, on va dire, dans leur formation. Voilà à peu près. Je regarde Roxane pour savoir si j'ai oublié. Le principal a été dit, l'importance de l'étude horaire. Oui, non, c'est vraiment important pour nous, justement, parce que nous aussi, on fait des études statistiques sur nos petits… voilà, on a des cohortes assez limitées d'élèves et de jeunes, puisque pour des raisons évidentes, on n'a pas plus de 12 élèves par niveau, puisque le professeur doit pouvoir adapter à chaque élève, puisque chacun a un niveau de déficience de cécité, enfin, 25% de nos élèves sont en cécité, et le reste est d'un niveau de déficience variable. Et donc, il faut que le professeur s'adapte à chaque cas particulier. Donc, on a une limite à 12 élèves par niveau, ce qui fait des cohortes assez limitées quand même d'élèves pour avoir des statistiques fiables. Là, on fait des études sur nos anciens, et c'est vrai que c'est très compliqué pour avoir des réponses de la part de nos anciens, puisqu'il y a un biais qui est évident, c'est que l'on a des réponses que de la part des V qui sont encore intégrés dans la vie sociale, qui sont suffisamment autonomes pour répondre seuls à nos questionnaires, sans aide. Et donc, nous, sur les 400, 450 anciens élèves que l'on a depuis une vingtaine d'années, on n'a qu'une centaine de réponses. Les autres étant sortis du scope, en fait, du radar. Ce qui est un vrai problème. Et c'est là que l'étude horaire peut être très utile, puisqu'on peut y répondre par téléphone, avec une vraie aide. C'est vraiment, oui, ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est un investissement que l'on fait pour tous, pour pouvoir nous aider, nous, à parfaire notre prise en charge globale. Parce que là, je vous ai présenté l'enseignement, mais en fait, l'Institut national des jeunes aveugles, c'est une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'on a un service médical qui s'occupe des jeunes, avec des psys,
particulièrement, et les ophtalmos, orthoptistes, orthophonistes. On a des éducateurs, un gros service éducatif pour tout ce qui est la vie en dehors des heures de cours. On a des AVJ, c'est des instructeurs de locomotion. Donc voilà, c'est vraiment une prise en charge globale de l'élève, du jeune jusqu'à son départ, parce que on n'a pas qu'une vocation scolaire de faire sortir nos jeunes avec un diplôme. Il faut qu'ils marchent sur deux jambes. Il faut être diplômé, mais il faut être autonome. Ça ne sert à rien d'être le meilleur accordeur de piano de Paris si on n'est pas capable de prendre le métro. Et ce n'est pas un cas d'école, parce que j'ai eu le cas l'année dernière d'un élève qu'on a dû former en toute urgence à l'autonomie, parce qu'il a, justement, par la faiblesse du nombre de professionnels dans la région, on n'avait pas la possibilité de lui donner des cours de locomotion. Et c'est grâce à l'aide de l'AVH où on a pu en fait trouver une solution ensemble avec le CFRP à donner des cours en urgence et intensif pour qu'il puisse exercer sa profession. Donc c'est vrai que là, on a vraiment besoin d'être tous solidaires, s'entraider là-dessus, puisque je ne sais pas quelle est la situation des professionnels en région Bourgogne-Franche-Comté, mais nous, il y a une pénurie d'ophtalmos, d'orthoptistes, d'instructeurs, de profs de braille. Il y a vraiment une pénurie en ce moment sur toute la région. Et donc, on essaie de voir avec tous nos partenaires associatifs comment faire pour pallier ces lacunes et que nos jeunes puissent avoir les formations qu'ils méritent, que ça soit voilà, en braille, mais aussi en locomotion et en autonomie. Parce que sinon, ça sert absolument ça ne sert pas à grand-chose de les former si on n'est pas capable de les projeter dans la vie professionnelle ou évidemment dans l'éducation post-bac, qui est quand même un de nos principaux objectifs aussi. Mais si on ne les a pas rendus autonomes, on n'est pas garanti qu'ils ne soient pas face à un échec du fait de l'absence d'autonomie. Je ne veux pas finir sur une note négative, hein, mais justement, l'étude Homer, elle est faite pour ça aussi pour nous. En tant que très utilitariste, ça nous permettra de pouvoir nous asseoir sur des faits statistiques, des vérités et plus des suppositions que l'on avait depuis des années et qu'on entretient, mais pas sur des faits scientifiques. Et je rejoins ma collègue statisticienne en disant aidez-nous pour avoir une base scientifique solide qui nous permettra d'aller voir les pouvoirs publics et leur proposer les évolutions aux politiques publiques nécessaires pour pouvoir aider nos jeunes et les autres, parce qu'il n'y a pas que Ninja dans le monde de la DV. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et effectivement, moi je retiens plusieurs mots dans votre intervention, hein, toute cette notion d'autonomie, d'inclusion inversée, que je trouve extrêmement intéressante. Et c'est peut-être effectivement faire le lien par rapport à l'étude Homer, c'est aussi une étude qui se veut pour être de l'inclusion, puisque tous ces éléments vont permettre concrètement de faciliter l'inclusion et peut-être aussi au sens large pour le grand public qui n'est pas forcément déficient visuel, aussi de faire connaître. Et ça, c'est un élément, c'est aussi un élément fort par rapport à l'étude pour justement prendre conscience, acculturer et quelque part eh bien, être dans cette logique d'inclusion. Alors l'étude Homer, avant de laisser la parole à Martine Vézolec, dans quelques instants, comment concrètement est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, c'est très simple, effectivement. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez www.étude-homer.org et donc là, vous avez directement accès à l'étude en ligne. Et effectivement, vous évoquiez à l'instant un numéro de téléphone. Il est tout à fait possible eh bien, de se faire accompagner pour répondre au questionnaire. Et je vous donne le numéro, c'est le 06 35 36 59 97, 06 35 36 59 97. Un grand merci encore à vous. Alors, on va passer à Martine Vézolec. Martine Vézolec, qui est directrice du pôle Centre Auvergne-Bourgogne, grande région de voir ensemble, et vice-présidente donc, de la commission prévention de voir ensemble. Je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter le pôle Centre Auvergne-Bourgogne qui appartient donc à Voir Ensemble, qui gère une dizaine de structures. Donc, si je commence par le secteur personnes âgées, donc un EHPAD, qui gère également, on a un service SAFEP S3AS PCPE dans la Nièvre, en Saône-et-Loire, un SAFEP S3AS dans l'Allier avec une plateforme handicap rare,
un foyer de vie médicalisé avec un accueil de jour, donc secteur adulte. Et puis, où nous sommes aujourd'hui, c'est l'Institut de jeunes aveugles au niveau du département de l'Allier. Je pense d'avoir oublié personne. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais laisser la parole à Nathalie Servant qui va vous parler effectivement du SAFEP S3AS PCPE de Saône-et-Loire, parce que je pense que c'est vraiment le cœur du sujet. Et après, on a Antoine et son papa. Voilà. Donc, le service, le SAFEP, c'est le service d'accompagnement familial à l'éducation précoce. Et le S3AS, c'est le service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à la scolarisation. Sur le service PCPE aussi. Et alors PCPE, c'est pôle de compétences et de prestations externalisées. Voilà, vous avez tous les sigles. Les deux services de Bourgogne ont été ouverts, celui de la Nièvre en 2008 et celui de la Saône-et-Loire en 2014. Ce sont des services qui permettent d'accompagner, alors pour le moment, au départ de la naissance à 20 ans, donc des enfants avant la scolarisation et des enfants à partir de la scolarisation. Donc ici, j'ai Antoine qui vous parlera tout à l'heure et son papa, Monsieur Schneider, qui sont là. Nous avons choisi qu'ils soient parmi nous aujourd'hui parce qu'ils ont un parcours, en tout cas Antoine a un parcours particulier, puisque Antoine, nous l'avons accompagné dans le cadre du S3AS de Saône-et-Loire, entre autres avec Monsieur Cassiello, qui est l'enseignant qui a accompagné Antoine quand on a commencé à l'accompagner. Et ensuite, il y a eu un choix qui a fait qu'Antoine, alors en milieu ordinaire, Antoine, tu étais à l'école primaire, et ensuite tu es venu à l'IGIA pour poursuivre au collège. Il vous expliquera, Antoine, le parcours qu'il a eu avec nous. Ce qui est compliqué à l'heure actuelle, c'est effectivement, nous n'avons pas de données en ce qui concerne la problématique du handicap visuel. Très, très peu de données. Les ressources sont souvent sous-estimées par rapport aux besoins. Dans le service de Saône-et-Loire, on a ouvert avec un agrément de 16. On a ouvert au mois de septembre et au mois de décembre, nous étions déjà à 20 enfants accompagnés. On est monté jusqu'à 35-40 enfants accompagnés. Et puis, on a répondu à l'appel à projet sur le pôle de compétences et de prestations externalisées qui nous permet de rencontrer les enfants qui étaient sur liste d'attente pour donner des premières réponses, notamment quand ce sont des bébés, quand ce sont des enfants qui sont scolarisés, au moins donner les premières préconisations. Et le PCPE nous a permis de mieux répondre à ces demandes, mais là, on est encore à plus de 40 suivis, enfin, en tout cas, demandes sur le pôle de compétences et de prestations externalisées. Et on voit bien que les demandes, enfin, les moyens ne sont pas adaptés aux demandes ou aux besoins. Et on ne sait pas sur les départements actuellement combien il y a de personnes qui ont des handicaps visuels, ou en tout cas des difficultés visuelles. Et on voit bien qu'à chaque fois, il y a un côté puissant fond, puisque quand les personnes sont informées que des services comme les nôtres existent, eh bien, ils nous sollicitent, évidemment, hein, et on peut donner en partie des réponses pour que les personnes restent dans un parcours inclusif, qu'il n'y ait pas de raison de se retrouver stigmatisé par le handicap. Enfin, Antoine pourra en parler. Est-ce que j'ai fait un peu le tour de ce qui pourrait être important? Effectivement, du coup, l'étude mère, plus on aura de réponses et plus ça nous permettra peut-être, ou en tout cas, ça permettra aux décideurs d'avoir des données pour mettre en face les moyens adéquats par rapport aux besoins. Je crois que c'est ce qu'il est important de dire aujourd'hui. Eh bien, tout à fait. Allez-y, continuez, pardon. Eh bien, je vais laisser la parole. Soit qui est-ce qui commence? Monsieur Schneider ou alors le papa d'Antoine? Je vais commencer, oui. Alors, allez-y. Oui, donc moi, je suis Monsieur Schneider. Donc, moi, c'est pareil, je suis une personne non-voyante, hein, papa d'Antoine. Donc, je connais bien la problématique de l'handicap visuel. Hein. Comme disait Madame Servant, après, chaque parent est différent aussi. Hein. Donc, c'est vrai que l'accompagnement doit être assez... Pour eux, l'accompagnement doit être assez compliqué, parce qu'il faut forcément s'adapter à toutes les personnes. Bon, après, pour nous, pour Antoine, on a eu un gros avantage, c'est d'être tombé sur une école primaire, maternelle et primaire, avec une directrice qui était très ouverte à l'handicap visuel. Et donc, bon, après, Antoine a suivi ce cursus scolaire et qui mieux que lui peut en parler.
Alors, justement, alors effectivement, c'est intéressant de suivre votre famille. Juste avant de laisser la parole à Antoine, parce qu'on a tous envie de vous entendre, Antoine, sur votre parcours. C'est vrai que ce qui est quand même assez fou, je pense qu'on peut utiliser ce terme sur la déficience visuelle quand vous parliez d'absence de données, c'est qu'on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 1,5 million de personnes en France, ce qui est énorme, qui sont touchées de près ou de loin par la déficience visuelle, à différents niveaux, qui sont aveugles ou déficients visuels. Et on n'a aucune statistique officielle parce que tout simplement, elle n'existe pas. Et je pense qu'il y a à la fois cet enjeu déjà de ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de comprendre ces différents éléments, mais aussi, vous voyez, par exemple, les différentes structures comme la vôtre qui existent. Et j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes qui passent à côté, en fait, qui n'ont pas forcément connaissance d'une structure comme la vôtre ou qui ne vont pas forcément franchir le pas. Donc on a différents enjeux, puisque c'est à la fois effectivement de recueillir le maximum d'éléments pour permettre justement de bien cibler, notamment sur le questionnaire par rapport à la scolarité, par rapport à c'est d'essayer de voir justement est-ce que les parcours fonctionnent bien, est-ce que derrière il y a des gens qui se retrouvent hors parcours. Donc tous ces éléments sont importants. Et puis de manière plus large, effectivement, c'est peut-être quand vous disiez c'était le père d'Antoine, donc c'est Emmanuel qui nous disait qu'il a eu de la chance dans son école primaire, dans l'école primaire d'Antoine, d'avoir une directrice très ouverte sur le handicap et puis donc sur la déficience visuelle. Ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Il y a ce besoin d'acculturation de professeurs, je dirais, de l'éducation nationale, etc. Donc, il y a un vrai enjeu aussi sur tous ces aspects-là. Bon, j'ai été très bavard, mais je voulais quand même reprendre ces différents éléments. Antoine, ce que je vous propose, c'est on va vous écouter sur votre parcours. Alors, dites-nous tout, Antoine. Eh ben alors, Dans le fort. très bien. Alors, moi, je suis Antoine, donc du coup, élève actuellement en 3e dans un collège ordinaire. Donc, du coup, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Oui. Donc, comme disait mon papa, au début, j'étais dans une école maternelle génialissime. Les maîtresses, les professeurs, ils étaient vraiment formidables, ils s'adaptaient, ils faisaient tout pour que je puisse réussir et puis pour que je puisse être comme les autres, en fait. Hein. Ils étaient même impressionnés parfois par certaines choses, comme d'autres, parfois, ils m'aidaient à faire certaines choses. Après, quand je suis arrivé en primaire, c'était exactement la même chose. Donc, forcément plus compliqué, mais du coup, ça a quand même évolué dans le positif, en fait. Hein. Et après, du coup, j'ai été au service S3S de 71 avec Madame Servant, Geoffrey aussi, Christelle, qui était une avégiste qui n'est plus là malheureusement, avec d'autres personnes, une instructeur de locomotion, une psychologue qui m'ont accompagné. Donc Geoffrey qui est là présent expliquera ce qu'on a fait ensemble. Donc, du coup, il m'a commencé à m'apprendre le braille. Après, j'ai eu une proposition quelques mois, enfin, un an après à peu près, pour voir comment c'était un internat. Donc, du coup, c'est là où on m'a proposé de venir ici au Charmettes. C'est quand tu es rentré au collège. Pour suivre le collège, parce que les structures du collège, là où on habitait avant, étaient trop grandes et je pense qu'ils n'auraient pas été bien suivis. Et puis, l'accompagnement pour nous aurait été trop lourd aussi à mettre en place, parce qu'Antoine, tu habitais à combien de kilomètres? On était excentrés. Ouais, vous étiez à 45 minutes, je ne sais pas, ça représente 45 minutes. Ouais, 45-50 minutes de route. Allez, 50 minutes retour, donc ça fait beaucoup. Et donc, on ne pouvait pas s'y rendre tous les jours pour accompagner Antoine. Après, le service aussi, il a permis aux enseignants d'Antoine de proposer encore plus d'adaptation et de facilité les supports adaptés aussi. Encore plus parce qu'eux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour t'aider. Et j'ai d'avoir des efforts assez considérables par rapport à d'autres handicaps. Hein. Ouais. Je vois bien, après moi, il y avait un autre élève qui avait besoin, par exemple, d'un matériel que moi j'avais. Et ben du coup, ils ont su comment gérer cet élève, vu qu'ils avaient eu moi avant, qui lui était moins handicapé visuel que moi. Donc, ce qui aide en soi. Et après, donc, du coup, moi, après, je suis arrivé ici au Charmettes, en internat, en 2017. En 6e. Quand je suis arrivé en 6e.
Et donc, du coup, ici, sur les Charmettes, du coup, on m'a proposé de faire une sixième en 2 ans pour me faciliter la pratique du braille, enfin l'apprentissage du braille. Donc, du coup, j'ai fait une sixième en 2 ans. Après, j'ai fait une sixième en 1 an ordinaire, toujours en cursus ordinaire, donc avec des élèves dits normaux. Après, quatrième, troisième. Et la cinquième aussi. Ah oui, tu as dit cinquième. Après, du coup, forcément, bah, le cursus, il continue et puis je suis ordinaire. J'ai un AMSH malgré tout. L'IG est une structure formidable où les jeunes sont très bien accueillis, sur l'internat, les éducateurs, ils aident les jeunes pour qu'ils progressent dans leur autonomie, dans leur quotidien, en fait, hein. Puis après, bah, du coup, il y a tout le reste qui rentre en jeu. Donc, du coup, il y a l'accompagnement. Donc, du coup, avec les profs spécialisés, comme Geoffrey ou d'autres encore qui sont issus de Les Charmettes, qui viennent en cours ou qui viennent au collège faire des prises en charge avec moi ou d'autres élèves pour faire des adaptations, pour nous aider à travailler ou ce genre de choses. Après, sur l'IG, on a aussi un informaticien qui, du coup, peut nous aider quand on a besoin d'un conseil informatique, quand on a besoin de faire quelque chose. Par exemple, PIX, je vais prendre l'exemple de PIX que je dois faire cette année, qui est une certification informatique. Vu que pour moi, ce n'est pas accessible visuellement, du coup, j'ai l'informaticien qui m'aide dans cette certification, en fait, hein, pour que je sois certifiable, pour après passer la certification comme tout le monde. Bien sûr. Ça, je vais la passer après tout le monde, mais je vais la passer. Vous avez, quelque part, et je vais laisser justement réagir monsieur Cassiello par rapport à votre témoignage, Antoine. Quelque part, vous leur donnez toutes les clés de l'autonomie, en fait. Est-ce que c'est un bon résumé? Oui, c'est un bon résumé. C'est vrai qu'Antoine est un très bon ambassadeur. Ça me fait plaisir de le retrouver sur cette visio avec son papa. Donc oui, effectivement, bon, pour rebondir sur les propos d'Antoine, on a fait du mieux possible avec le service pour maintenir une scolarité en inclusion au moins jusqu'à la bascule du collège avec Antoine, donc apprentissage relief, braille. Et étant donné que les restes visuels était quand même toujours là avec Antoine, l'apprentissage du braille peut parfois un peu tout sauter, hein, parce qu'avoir envie de sauter le grand pas, il faut parfois cheminer. Donc au niveau des... Vous voulez que je poursuive sur le travail ou uniquement? Oui, ça nous intéresserait bien effectivement de voir concrètement effectivement quel type de travaux, travail vous menez avec les différents élèves. Alors moi, ce que j'ai entendu au démarrage, c'est justement les besoins de remontée des jeunes au niveau de l'étude Homer, des résultats avec, on va dire, la population 10-15 ans et entre 15 et 25 ans. Effectivement, sur la Saône-et-Loire, on a plusieurs jeunes qui pourraient être candidats. Donc, s'ils ne l'ont pas encore fait, on va les inviter à poursuivre et à remplir cette démarche. Je peux même les accompagner en direct, hein. Après, ce n'est pas l'intitulé forcément de ma mission première, mais ça peut être important. Pour la simple et bonne raison qu'en entendant parler de l'INJA, moi, j'aimerais bien avoir effectivement un regard sur la bascule entre notre accompagnement et l'insertion professionnelle. J'avais participé au carrefour d'orientation à l'INJA sur les 2 premières années. Bon, après, la crise sanitaire a fait qu'à l'heure actuelle, ça a été annulé, reporté. J'espère que ça reviendra très vite. Et c'est le thème également du prochain GPEA. Donc, je pense que cette bascule entre notre accompagnement au quotidien dans les écoles, d'être personnes ressources, que ce soit moi sur l'enseignement ou mes collègues sur les différentes composantes des métiers qui tournent autour de la déficience visuelle, parce qu'effectivement, comme l'a dit le directeur de l'INJA, on doit les conduire à l'autonomie. Ce n'est pas le tout de réussir une scolarité si on ne peut pas derrière avoir une certaine mobilité, ce qui pose des problèmes encore plus grands dans un département comme le nôtre qui, c'est vrai, est fait de quelques grandes villes, mais on n'a pas les infrastructures des grands Dijon, Besançon, Lyon, Paris. Voilà, donc
on doit les accompagner au mieux et leur donner les clés. Alors moi, sur mon métier, effectivement, j'ai mes séances. J'ai mes séances pour l'adaptation de la scolarité, que ce soit au niveau maternel, primaire, collège, lycée. Ça peut être aussi sur des structures BTS. J'ai un jeune qui n'a plus besoin de moi cette année et c'est tant mieux. Il est parti, par exemple, en première année de prépa ingénieur sur le génie électrique. Donc bon, voilà, hein, on arrive quand même à conduire des études intéressantes. Mon objectif, c'est d'être personne ressource pour l'établissement, de travailler en partenariat avec la famille et d'essayer de répondre au mieux, dans la mesure du possible, parce qu'effectivement, comme on le dit souvent, le gâteau est présent, mais les parts font que l'attention qu'on peut apporter à tel ou tel individu, tel ou tel jeune de notre service sont parfois minces comparées à leurs besoins. Donc, on fait au mieux, du mieux possible pour accompagner tous les jeunes et toutes les familles. Mais c'est vrai que y a-t-il davantage de demandes, y a-t-il davantage de besoins que de possibilités d'intervenir? En tout cas, moi, je peux en témoigner sur la Saône-et-Loire, entre la structure service et la structure PCPE, on doit avoisiner entre 50 et 60 jeunes en totalité. Obligatoirement, il manque peut-être quelques moyens au niveau du nombre de personnel. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'Antoine ait choisi au niveau du collège de partir sur la structure des Charmettes. Mais si on peut les conduire au moins le plus longtemps possible en inclusion scolaire, dans leur famille, sans demander à la famille de déménager, ce serait déjà une bonne chose. Là, c'est une bonne réussite. Voilà. Et donc, pour conclure, parce que je suis bavard aussi parfois, c'est vrai que si cette étude peut remonter l'insertion professionnelle, justement au niveau de la mobilité, parfois on entend parler de couac, parce que c'est peut-être plus facile de former à l'école et d'arriver à un diplôme, mais l'insertion professionnelle est souvent plus délicate. Et si on peut remonter les chiffres et comprendre où ça pêche, ben, on est dans une démarche d'amélioration quotidienne de nos pratiques, parce que travailler pour travailler, il faut aboutir à nos projets. Et aboutir à l'autonomie, c'est aboutir après une scolarisation à une insertion professionnelle. Tout à fait. Et vraiment, je vous remercie effectivement parce que vous donnez des éléments qui sont clés justement et clés par rapport aussi à l'étude, puisque l'insertion professionnelle fait partie des thématiques qui sont traitées dans l'étude Homer. On a eu l'occasion d'en parler dans différents événements dans d'autres régions où là, cette fois-ci, effectivement, on avait plus mis le focus sur peut-être que Caroline Pigeon, qui interviendra tout à l'heure, pourra faire le lien par rapport à ce qui avait été, dit. Mais effectivement, on est sur des parcours qui sont fragiles. Et là, quelque part, si je reprends les différents éléments, là, vous leur donnez les bases, vous leur donnez les éléments qui vont leur permettre de vivre en autonomie et en tout cas le maximum possible, tous les outils pour vivre en autonomie, mais le chemin est compliqué ensuite aussi, continue d'être compliqué après par rapport à l'insertion professionnelle et par rapport à ces différents éléments. Et c'est important, je pense que justement par rapport aux enseignements de l'étude Homer, on pourra faire ressortir à un moment où sont les fragilités dans les parcours, comment est-ce qu'on peut améliorer les différents parcours, les parcours de vie au sens beaucoup plus large, et peut-être sur certains éléments mettre des moyens ou des éléments, des éléments qui vont permettre justement de consolider les choses. Un grand merci à vous et puis à vous tous. Et puis merci alors, oui, allez-y, pardon. Est-ce qu'on peut juste compléter nos propos par rapport à la scolarisation des jeunes? Et je pense qu'Antoine peut retémoigner. Elle s'est faite quand même, elle est facilitée maintenant parce qu'on a quand même développé au sein de nos structures toutes les nouvelles technologies. Et grâce à toutes les nouvelles technologies, la scolarisation est quand même plus
faciliter. Et je pense qu'Antoine peut le redire. On va vous prendre que quelques minutes supplémentaires. Alors, j'ai juste, Antoine, une petite requête à vous demander. J'imagine qu'en tant que jeune, vous êtes aussi pas mal sur les réseaux sociaux ou pas du tout. Non, pas du tout. Il y a un problème d'accessibilité sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, parce que moi, j'y vais pas, mais après, de ce que je sais, un petit peu quand même. Parce que j'allais vous dire, il faut communiquer au maximum sur l'étude. Faut que ça puisse. C'était par rapport à ça. Alors, je suis tombé sur un jeune qui n'utilise pas les réseaux sociaux, mais on compte sur vous de toute façon pour diffuser le message. Antoine, on vous écoute. Son papa s'en charge de la Ah vidéo. bah parfait. Alors alors Emmanuel, on compte sur vous pour communiquer au maximum sur les réseaux sociaux. Antoine, on vous écoute. Allez-y. Donc, du coup, je vais reprendre sur les nouvelles technologies qu'il y a eu. Donc, quand je suis arrivé en 6e, on m'a appris le Braille Sense, donc il y a un ordinateur Braille. Tout ce que vous faites avec votre ordinateur, je peux le faire avec cet ordinateur Braille, en fait. Donc, du coup, moi, j'utilise ça en cours. Depuis très peu de temps, j'ai un Braille Sense Polaris on a fait la demande pour que j'en ai un pour les cours. Donc, au-dessus, je tape mes leçons, je peux avoir des livres, je peux avoir des textes, je peux avoir beaucoup de choses. Tu peux transférer des éléments par clé USB. Je peux aussi avoir des livres audio. Après, du coup, je peux transférer par clé USB depuis le Braille Sense sur un ordinateur, ou le contraire. Ou après, faire tout ce qui est tout ce que je ne peux pas faire, je veux dire, c'est le tableur, tout ce qui est image, en fait. Je ne peux pas y faire. Car ce n'est pas possible. Hein. Avec le Braille, on ne peut pas faire de tableau ni d'image. Donc, du coup, j'ai que tout ce qui est écrit, en fait, les textes, les poésies, tout ce qui est chansons aussi, je peux faire. Et après, j'ai aussi un iPad, une tablette iPad en cours pour me faciliter, par exemple, pour voir au tableau, tout ce qui est images, tout ce qui est les schémas, les tableaux, prendre en photo les sons ou des choses que je ne peux pas avoir accès en temps normal. Mais grâce à ces outils qui n'existaient pas dans le temps, j'arrive à avoir une scolarité bien plus agréable, bien plus confortable pour mes études, en fait. Donc, du coup, ce qui me permet avec la tablette, c'est que je suis au fond de la salle, le tableau tout devant, qui a une leçon de projeter ou une image. Je prends ma tablette, je zoome, je cadre bien, je prends une photo. Et après, moi, ça permet de grossir et regarder ce qui a été écrit ou l'image pour participer au cours. Car sans ça, je ne pourrais pas participer, je ne pourrais pas aller en cours comme un élève ordinaire. Merci Antoine. Et j'aimerais bien aussi que M. Schneider, on n'a pas laissé la parole aussi au papa d'Antoine, peut-être 2 ou 3 minutes, M. Schneider, parce que vous êtes quand même en plus président du CVS, de l'IGIA, donc vous vous êtes impliqué dans la scolarité d'Antoine, dans la continuité, dans le travail qu'on a pu faire avec vous. D'autant plus que, oui, je suis d'autant plus impliqué que dans le sens où je suis non-voyant, que j'ai moi-même eu des études et moi-même j'ai quand même été aussi intégré dans un lycée professionnel. Effectivement, quand je vois les moyens qu'on avait, nous, dans le temps, je vois mal mon fils aller avec une Perkins, un vidéoloop au lycée. Je passe cette classe en classe, avec les outils numériques actuels sont quand même formidable. Ça a beaucoup changé les choses en fait entre deux générations. Beaucoup de personnes, je vois même des établissements scolaires, ne sont pas conscients de toute la technologie qu'on a actuellement. Ils pourraient aller plus loin en fait. Voilà, moi je sais que la toute première école maternelle, la directrice m'a dit, vous auriez pu me prévenir que votre fils avait un problème de vue. Je lui ai répondu, lisez le dossier d'inscription et vous l'auriez vu. Ah, mais je vais faire comment? Que j'ai peur, nanani, nanana. Et mon fils, au bout de 6 mois, faisait ses lacets tout seul. Et parce qu'il faut aussi que les personnes voyantes ou même l'éducation nationale, en termes généraux, arrive à se rendre compte que handicapé ne veut pas dire impotent.
C'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai enjeu d'acculturation et de simplement, c'est le problème, c'est que beaucoup ne se sont pas posés de questions. Finalement, c'est un sujet qu'ils ne connaissent absolument pas, qui les a pas forcément intéressés parce qu'ils ne sont jamais vraiment été confrontés. C'est pas forcément malveillant de leur part, mais derrière, effectivement, à un moment, quand il y a une prise de conscience, si on est face à des gens intelligents, bah, ils se rendent compte qu'effectivement, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette étape-là, cette étape effectivement de méconnaissance, non-connaissance ou non-volonté de connaître. Et, Moi, quand on me dit vous êtes aveugle, vous arrivez à élever votre fils, bah oui, j'y arrive, la preuve. Hein. Bah oui, c'est une évidence. Ouais. Et seul en plus. Ouais, non, mais tout à fait. Bon, bah écoutez, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Non, c'est bon, merci. Est-ce qu'on peut libérer Antoine parce qu'il y avait carnaval aujourd'hui à l'IGA? Allez au carnaval, Antoine. On va nous retrouver. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Antoine. C'est un honneur. C'était un vrai honneur d'échanger, un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et on va retrouver, alors on continue les bons carnaval à vous. On retrouve Bruno Gendron, qu'on connaît bien, hein, qui est vice-président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France. Bruno, on va aller un petit peu plus loin, on va être plus sur l'enseignement supérieur, si j'ai bien tout noté. Oui, vous m'entendez bien? Oui, parfaitement, Bruno. Ok. Donc oui, effectivement, on va plutôt là compléter les propos qui vont concerner l'enseignement supérieur. Je trouve important peut-être de redire moi aussi hein, l'intérêt que je porte à cette étude et la nécessité absolue d'y répondre. Plus on sera nombreux, et plus aussi la parole des personnes déficientes visuelles sera on peut l'espérer, en tout cas on aura un outil pour le faire, prise en compte. Je m'associe aussi à tous les propos qui ont été évoqués par Laurence, par Stéphane et puis par les interventions précédentes j'y reviendrai après, mais je le dis quand même en point de consensus sur la nécessaire autonomie des personnes déficientes visuelles. Et cet accès à l'autonomie, il est crucial si on veut vraiment développer à la fois l'éducation, la formation, l'emploi et, j'allais dire, tout bêtement la vie quotidienne. Alors en ce qui concerne plus la raison pour laquelle vous souhaitiez que j'intervienne, je pense qu'il faut rappeler, alors Laurence a rappelé son ancien métier, je vais du coup rappeler le mien. J'étais maître de conférence en économie à l'université d'Orléans et on ne s'étonnera pas du coup que j'introduise mes propos sur l'enseignement supérieur avec des propos plutôt d'ordre économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et quelle que soit la population, les déficients visuels en particulier, mais l'ensemble de la population, si on veut favoriser l'employabilité des personnes, là, il y a une condition évidemment nécessaire qui doit être respectée, c'est de pouvoir répondre aux exigences aujourd'hui des employeurs. Alors bien sûr, il y a des formations professionnelles, mais il y a aussi les formations du supérieur. Et ces formations du supérieur, elles viennent répondre à une nécessité d'aujourd'hui, qui est que le recrutement moyen aujourd'hui, il est plutôt à Bac+3, voire plus si affinité, mais disons au moins Bac+3. Et bien entendu, les personnes déficientes visuelles ne pourront pas s'exonérer de cette logique de marché. Alors, l'enseignement supérieur va permettre, comme d'autres types de formations, hein, l'augmentation du niveau de formation des personnes déficientes visuelles. Et de ce point de vue-là, les personnes déficientes visuelles, elles ont un niveau le plus souvent assez faible et en tout cas ne correspondant pas aux exigences du marché du travail. On retrouve un certain nombre de résultats à la fois dans les études que j'ai pu produire pour le compte de la Fédération des aveugles de France, mais aussi dans les différents rapports de la GFIP, même si les rapports de la GFIP ne distinguent pas les types de déficience, en fait, la logique, elle est relativement globale. Et puis, l'idée aussi,
c'est de pouvoir diversifier les types de formation. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des personnes déficientes visuelles qui, j'allais dire, comme tout un chacun, aient des formations souhaitées, en tout cas par la personne. Et puis, il y a un point aussi plus particulier qui reste encore, de mon point de vue, marginal, c'est la question de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage, on le sait tous, est un bon vecteur pour une future insertion professionnelle. Et il se pratique aussi dans l'enseignement supérieur. Alors, on sait que c'est compliqué pour les personnes déficientes visuelles parce qu'elles doivent être obligées en termes justement d'autonomie de déplacement, d'appréhender à la fois le lieu de la formation et le lieu de l'entreprise ou de la fonction publique accueillante. Elles doivent avoir des outils numériques accessibles à la fois dans le lieu de formation et à la fois chez l'employeur, avec parfois des outils qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et puis évidemment des matériels professionnels qui eux aussi doivent être accessibles. On pense, et en tout cas l'étude sur l'orientation que j'avais pu mener en 2016 le montre, qu'il y a une grosse fatigabilité des personnes dans ce type de contexte, mais c'est sûrement une dimension à ne pas négliger. Et de ce point de vue-là, l'étude Homer peut nous apporter un certain nombre de résultats intéressants. Alors j'ai mis ensuite un certain nombre de points de vigilance à avoir quand on parle de déficience visuelle et d'enseignement supérieur. Le premier point, c'est la question de l'autocensure des personnes déficientes visuelles. On le connaît tous dans nos associations et on l'a même pu le vivre à titre personnel. C'est je voudrais bien faire cette formation-là, mais je ne m'en sens pas capable. Et ma déficience visuelle m'empêche de la faire. On a beaucoup de personnes déficientes visuelles, et je dirais même de personnes en situation de handicap, et même si on élargissait le propos, on aurait des personnes qui, par exemple en difficulté sociale, vivent aussi ces phénomènes d'autocensure. Donc, à nous aussi de dynamiser cela pour apprendre aux personnes déficientes visuelles à avoir plus confiance en eux, avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et pour se sentir capables de faire la formation de leur choix. Deuxième point de vigilance, me semble-t-il, c'est que le choix de l'orientation, il doit être mu par vraiment le désir de la personne, le souhait de la personne, et non pas, comme on le voit trop souvent, l'idée que se fait la personne de l'accessibilité de la formation. Pour être très clair, aujourd'hui, un certain nombre de personnes déficientes visuelles choisissent leur formation en fonction de l'idée qu'ils se font d'une formation accessible. Par exemple, on va se dire, je suis désolé, je vais prendre un raccourci, mais qu'une formation de droit, comme le droit, c'est quand même plutôt une approche littéraire et avec il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de graphique, etc. Ben c'est perçu comme plus accessible que des formations. Alors, il y a quelques, je sais que Laurence ne me voudra pas de le dire de cette façon-là avec l'humour qui est le mien, il y a quelques erreurs de la nature, il y a des statisticiennes, et puis il y a des économistes qui travaillent dans les deux cas avec des courbes, etc. Donc, c'est aussi la preuve que c'est possible. Hein. Mais en tout cas, il y a quand même cette espèce d'idée qu'on choisit la formation en fonction de l'idée qu'on se fait de son accessibilité. Je voudrais quand même dire à Bruno que avant de faire l'école de statistique, j'ai fait un DEA de sciences économiques. Donc, je dois être deux erreurs de la nature, moi toute seule, je crois. C'est ça. J'adore les erreurs de la nature, c'est les meilleures en fait. Voilà. C'est quoi? Je parle sous le contrôle de Laurent. C'est pas ce qu'on appelle les accidents statistiques, ça, quand c'est des valeurs rares. Mais bon, tout ce qui est rare est cher. Donc, troisième point de vigilance, c'est le lien entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que
en général, lorsque on choisit une formation, alors là, pour le coup, dans le supérieur ou à d'autres niveaux, on le choisit dans la perspective d'exercer son métier. Et, et j'espère que ça, c'est quelque chose qu'on va avoir dans l'étude Homer. Moi, je ne suis pas convaincu, et là, c'est complètement empirique, ce que je vous dis, c'est plus de l'ordre du témoignage, que les personnes déficientes visuelles font ce choix-là. C'est-à-dire qu'elles font une formation pour élever leur niveau de qualification, mais pas forcément, au moins au début, dans la perspective d'un emploi. Autrement dit, parce que l'idée, c'est quand même de se dire, si demain, je veux, par exemple, être dans une société et y faire du marketing, ben, en amont, je vais essayer de faire du marketing. Et c'est peut-être ça qu'il y a aussi à travailler. Quatrième point de vigilance, je ne vais pas tellement insister dessus parce que vous en avez beaucoup parlé, mais je le redis, j'ai introduit mes propos de cette façon-là, c'est la question de l'autonomie. On ne peut pas imaginer que les personnes aveugles et malvoyantes se forment sans l'autonomie dans leur déplacement, sans l'autonomie évidemment en termes de lecture et d'écriture, et j'insiste sur l'écriture braille lorsqu'il y a besoin de l'écriture braille. On ne peut pas imaginer que le vocal soit suffisant, notamment dans le supérieur. Et puis, l'autonomie dans l'usage du numérique. Il faut quand même reconnaître que dans les universités, et c'est normal, il y a moins d'accompagnement qu'avant. Au niveau du lycée, on est mieux accompagné qu'à l'université, mais l'université, justement, promeut l'autonomie de ses étudiants, et donc, c'est un peu logique qu'il y ait moins d'accompagnement. Et puis, le dernier point de vigilance, et j'en terminerai par là, c'est les points de passage, ce que j'appelle les points de passage entre les différents niveaux de formation. Il y a un gap important à passer entre le lycée et l'université. Alors, il y a la partie qui est commune à tous les étudiants. Moi, j'ai eu des étudiants avec une vue supposée normale qui, rentrant à l'université, ont un petit peu perdu pied parce que les modes de travail ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas spécifique aux personnes déficientes visuelles. Il n'empêche que les personnes déficientes visuelles, c'est ce que je disais, lorsqu'elles sont bien accompagnées, lorsqu'elles ont des documents accessibles, etc., elles arrivent dans un milieu universitaire qui sera peut-être moins accessible, et d'autre façon, in fine, dans un milieu professionnel qui, lui, ne sera pas forcément adapté. Et puis après, il y a le point de passage entre l'université et le premier emploi, qui là aussi, de mon point de vue, doit être travaillé. Et dans l'étude Homer, on a retrouvé un peu ces idées-là et probablement de les objectiver. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, on revient toujours à la question de l'autonomie et comme étant vraiment cette question centrale, et un grand merci en tout cas. Peut-être, et Bruno, vous me pardonnerez puisque j'ai répondu en fait à un message qui m'était destiné justement pour présenter notre prochaine interlocutrice, qui s'appelle Isabelle Collin. Et qui est donc responsable d'un PCPE, donc un pôle de compétences et de prestations externalisées, donc de ce PCPE, des PEP 21. On va vous laisser la parole. Oui, bonjour. Écoutez déjà, donc oui, je suis Isabelle Collin, je suis chef de service sur un PCPE, pôle de compétences et de prestations externalisées, qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit le type de handicap. Donc, on avait pensé ce service-là, en fait, en l'adossant au SAFEP S3AS, qui correspond à ce que les collègues de Saône-et-Loire ont décrit tout à l'heure, une prise en charge précoce et prise en charge, en tout cas, des jeunes de 0 à 20 ans, avec des prestations délivrées dans les différents lieux de vie des jeunes. Donc, le PCPE, on l'a pensé dans la continuité de ce service-là et de façon à pouvoir proposer une suite au-delà des 20 ans des jeunes. Alors, je ne pensais pas que vous alliez aborder les choses sous l'angle du PCPE. Moi, j'étais plutôt partie
pour vous parler des problématiques spécifiques qu'on peut observer sur le département de Côte d'Or. Et puis dans cette idée aussi que tous les enfants et tous les ados dont on vient de parler au travers du parcours scolaire ou des étudiants ont été des petits en devenir et des tout petits qui se préparent pour leur vie d'adulte. Ah bah c'est là-dessus que je veux qu'on aille, donc c'est très bien, c'est le cœur de notre sujet. Oui, ça va être assez complémentaire. Voilà, donc moi je vais essayer de vous parler de ce qu'on observe là en particulier sur le département de Côte d'Or, problématique que j'avais explorée de façon assez approfondie en menant une étude moi-même, que peut-être il serait intéressant que je puisse vous représenter en parallèle. Étude que j'ai menée durant 2 ans et qui aboutit en juillet 2020. C'est une étude qui avait pour objet de comprendre comment sont dépistés et orientés les enfants sur le département de Côte d'Or, avec un constat de départ qui est que notre service a une capacité d'accompagnement de 45 jeunes, mais ce qui au regard de la prévalence, alors la prévalence en même temps elle est ce qu'elle est, parce que je rejoins tout ce qui s'est dit tout à l'heure sur le fait qu'on manque d'études qui soient approfondies et on manque d'études avec des données qui soient solides. Mais en tout cas, au regard des chiffres de prévalence qu'on peut trouver dans les différents documents existants, on devrait pouvoir, sur notre département, théoriquement, accueillir ou en tout cas comptabiliser 70 jeunes environ. Donc nous, on en recense un peu plus de la moitié actuellement. Donc mon constat, c'était de me dire, il y a des enfants qui sont dans la nature et des enfants qui sont sans suivi. Et puis, autre constat surprenant, alors qu'on a la possibilité d'accompagner des jeunes sur une période de 0 à 20 ans, mais en tout cas de démarrer très très tôt dans les premiers mois de la vie, avec l'idée de développer un accompagnement précoce, on a pourtant un âge d'accueil moyen qui se situe entre 5 et 7 ans. Ce qui pose à la fois donc la question de la prise en charge précoce, mais aussi les effets sur le développement de l'enfant d'une déficience visuelle qui n'a pas été prise en compte. Donc, des enfants qui nous arrivent alors en moyenne entre 5 et 7 ans, et actuellement, aucun bébé ne nous arrive. De même que nous n'avons là, aujourd'hui, je regardais les effectifs ce matin, du coup en 2021, aucun enfant de moins de 3 ans. Donc ça, voilà, c'est tous ces constats-là qui ont amené à l'étude sur la prise en charge précoce. Et puis un dernier constat qui est que le service compte actuellement un seul et unique enfant aveugle, et du coup un seul enfant qui est en train de se former au braille. Alors il y a des facteurs explicatifs qui apparaissent d'emblée, qui viennent expliquer ça. Tout d'abord, le dépistage des tout-petits, où on sait que c'est un dépistage qui est rendu extrêmement compliqué du fait de l'immaturité du système visuel jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc, c'est compliqué pour les praticiens, ophtalmos, etc., de pouvoir poser de faire une évaluation et de pouvoir poser un diagnostic. Pour autant, ça marche sur les autres départements, donc ça doit pouvoir être possible. À ça s'ajoute aussi des diagnostics qui peuvent être des diagnostics qui sont sévères concernant les tout-petits et qui mettent en cause en fait la viabilité de l'enfant et du coup la préoccupation première des parents ne se porte pas sur la question de la déficience visuelle, mais déjà sur la survie de leurs enfants. Mais ça, c'est pareil, autant ça peut être une hypothèse d'explication, autant c'est des données qu'on retrouve au niveau national. Il n'y a pas de raison que particulièrement en Côte d'Or, ça vienne entraver le dépistage. Sur du plus long terme, dans les raisons pour lesquelles peut-être les enfants seraient amenés à quitter le département et les parents à se tourner vers d'autres départements, l'inexistence de classes adaptées sur la Côte d'Or, mais ça, on le retrouve Saône-et-Loire. Il me semble bien que vous êtes aussi dans cette situation-là. Et pourtant, vous l'expliquiez tout à l'heure, les jeunes, ils sont là, les jeunes, ils sont recensés. Et puis, dernier facteur explicatif qui a été et qui n'est plus l'absence de compétences de braille pendant plusieurs années. Mais ça, maintenant, c'est pareil, théoriquement, c'est plus une raison.
Voilà, fort de tous ces constats, je me suis tournée vers les différents acteurs qui gravitent autour des tout petits. J'ai été interroger des médecins traitants, j'ai été interroger la PMI, j'ai été interroger des CAMS, des crèches, les écoles, les animateurs, centres de loisirs, etc. J'ai retracé le parcours de nos jeunes aussi en interrogeant les parents pour voir eux-mêmes par quel intermédiaire ils nous arrivent au service. Par contre, je n'ai pas réussi à pénétrer la pédiatrie ou l'ophtalmologie, qui sont pourtant des pièces maîtresses dans le circuit du dépistage. Mais voilà, ça a été compliqué, j'y reviendrai tout à l'heure. Moi, dans ce que j'ai pu mettre en évidence, c'est que la PMI est d'une efficacité assez incroyable dans le repérage des troubles visuels, dans leur ensemble, parce qu'elle dispose d'orthoptistes qui sont formés et qui sont formés au baby-visio. Donc, du coup, ça leur permet vraiment d'être pertinents dans le dépistage qu'elles font. Mais elles sont aussi très efficaces parce qu'elles voient de façon systématique les enfants de 3 ans au moment de leur entrée à l'école. Par contre, c'est après que les enfants et les parents se perdent. Ils se perdent pour différentes raisons. Ce que décrit la PMI, c'est qu'en fait, ils font éventuellement une prescription pour une évaluation plus approfondie et une consultation spécialisée que les parents ne mettent pas forcément en place parce qu'ils n'ont pas forcément saisi. Alors déjà, ils reçoivent l'indication sur le carnet de santé, c'est pas forcément très parlant. Mais c'est des parents qui ne saisissent pas forcément non plus l'importance de donner une suite à l'examen de l'EPMI par une consultation spécialisée. Et puis, pour ceux qui en saisissent l'importance, ils se heurtent après à de nombreux obstacles. Donc, les délais pour avoir un rendez-vous, on en revient à la difficulté d'avoir une consultation en ophtalmo dont on parlait tout à l'heure, l'attente le jour du rendez-vous, etc. Donc ça peut être un obstacle. Et puis, ce qu'on voit aussi en parallèle de ça, c'est que ce que j'ai pu voir dans les entretiens ou dans les questionnaires, là, c'est l'absence de connaissance des enseignants et des animateurs, mais aussi des personnels qui travaillent en crèche, l'absence de connaissance sur le trouble visuel et les conséquences d'un trouble visuel qui n'est pas pris en charge. Ce qui fait que impossibilité pour eux de relayer une indication de consultation spécialisée. Mais c'est aussi du coup des professionnels qui, malgré leur bonne volonté, peuvent facilement passer à côté des signes d'appel qui pourraient les interpeller sur une éventuelle difficulté visuelle. Voilà, donc ça, c'est des premiers constats qui ont mis en évidence un fort effort de communication à faire en direction des professionnels de la petite enfance pour qu'ils portent une meilleure attention sur d'éventuels troubles visuels. En parallèle de ça, j'ai essayé d'aller explorer au niveau médical, puisque je me suis dit, bon alors, voilà, les professionnels qui gravitent autour des petits, ils ne sont pas très sensibilisés, ils ne savent pas reconnaître un enfant qui pourrait avoir des problèmes. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau médical? Alors là, j'ai trouvé que c'était des voies difficilement pénétrables. Je suis allée questionner les orthoptistes en faisant le pari que si les jeunes ne nous arrivaient pas dans le service, c'est que peut-être ils étaient pris en charge dans le libéral. Et en fait, les orthoptistes, elles disent aussi qu'elles n'ont pas d'enfants déficients visuels, hormis un cabinet dijonnais, mais avec lequel on a une habitude de travail et une convention. Donc, eux, ils ont parmi leurs suivis des enfants qui sont déficients visuels, mais qui sont aussi ceux que nous, on a recensés. Par contre, dans les autres cabinets, pas de suivi, ce qui pose à nouveau la question de l'adressage. Et puis, le syndicat des orthoptistes indique par ailleurs et en parallèle de ça que le nombre de consultations en Côte d'Or en orthopsie et même en recul au regard de ce qui s'observe sur la moyenne nationale. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de très spécifique sur ce département et sur la question de l'ophtalmo. Je me suis ensuite tournée en direction du CHU, pas ou peu de réponses, si ce n'est un médecin et le service de néonat.
Mais le service de néonat, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein, les parents sont déjà sur des pronostics vitaux qui sont engagés, donc la question du repérage de la déficience visuelle n'est pas une priorité. Alors maintenant, j'ai bon espoir parce que depuis que j'ai terminé mon étude, en fait, le médecin ophtalmopédiatrique du CHU a changé et a répondu de façon très positive à ma proposition de rencontre. Pour autant, elle m'indiquait à l'issue de notre rendez-vous que pour elle n'était pas du tout inquiète par rapport à la population des déficients visuels parce qu'une fois qu'elle a rencontré les enfants, qu'elle a posé le diagnostic, elle les réadresse aux pédiatres et elle me disait « mais vous inquiétez pas, les pédiatres, ils remplissent le certificat médical et ils font une demande d'AVS ». Oui, très bien. Oui, très bien, mais je reviens à ce que vous disiez, Geoffrey, tout à l'heure, et à ce qui s'est dit aussi dans les interventions précédentes, c'est que les jeunes, on ne peut pas les percevoir qu'au travers du prisme de la scolarité. Non. Et c'est des élèves, certes, mais c'est des jeunes dans une globalité. Et du coup, avoir une prescription pour la présence d'une AVS en classe, ça peut pas être suffisant. Oui, tout à fait. Donc, bon, voilà, il y a quand même un souhait de collaboration, donc je me dis qu'on va avancer, mais par contre, c'est pareil, vraiment, ça pose la question de est-ce que les médecins ophtalmos ont pris la mesure de cette dimension globale des effets d'une déficience visuelle qui ne soit pas prise en charge. Voilà. C'est ce qu'on retrouve, Madame Collin, c'est cette approche justement transversale, c'est des choses qu'on retrouve aussi sur d'autres sujets, pas uniquement la déficience visuelle. On est encore dans une approche, si je peux me permettre, d'acte, c'est-à-dire moi je fais tel soin, tel type d'élément ou telle approche, et finalement qui reste encore, même s'il y a eu beaucoup de progrès, mais qui reste encore un peu déconnecté par rapport finalement à un ensemble d'éléments. Et c'est bien cet ensemble d'éléments c'est comme l'approche globale de la santé ou par rapport à l'approche de la santé par rapport à uniquement un type de soin. Et ça, il y a un vrai enjeu là-dessus. Ouais, tout à fait. Oui. Il y a un vrai enjeu. Et puis après, moi, je me dis, le dépistage de la surdité, il est organisé de façon complètement différente et il est rendu obligatoire. Alors, peut-être qu'il y a aussi des choses à réfléchir. Alors, le dépistage de la déficience visuelle, il est plus compliqué parce que le système visuel, il est immature. Donc, de toute façon, c'est plus compliqué, ce qui n'est pas le cas de la surdité. Mais quand même, il y a peut-être un passage obligatoire qui pourrait être pensé pour que les choses soient faites de façon plus juste et plus rigoureuse. Je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là. Je pense que ce n'est pas un problème de rigueur, mais c'est un problème d'attention portée sur les conséquences, en tout cas. Oui, non, mais tout à fait. Ce que je vous propose, Madame Collin, peut-être vous faire réagir après. Caroline Pigeon, donc, qui est chercheuse sur l'étude Homer. On vous relaisse la parole après, hein, justement, vous pourrez réagir par rapport à ce que va nous présenter Caroline, donc qui est un peu la cheville ouvrière par rapport à l'étude Homer, puisque derrière, vous avez le laboratoire DIF de l'Université Lyon 2 et d'autres acteurs dont on fait partie qui travaillent sur l'étude. Est-ce qu'on a déjà justement des premiers enseignements? Est-ce qu'on peut réagir par rapport à ces différentes interventions sur les chiffres qu'on a déjà, Caroline? Oui, déjà, je souhaitais préciser, bonjour à tous et à toutes, préciser que j'étais très intéressée par l'étude menée par Madame Collin. On dirait vraiment une enquête vraiment fouillée pour essayer de répondre à cette question et notamment la méthode. Je suis très intéressée par la méthode ainsi que par les résultats. Avant de vous présenter quelques données, je voulais faire part de la méthode de construction du questionnaire, vraiment pour que chacune puisse comprendre à quel point le questionnaire a été construit selon une démarche participative et donc avec vraiment l'idée que les questions posées soient au cœur des problématiques portées par les personnes déficientes visuelles et par le monde de la déficience visuelle en général.
Donc, ce questionnaire, il a été construit avec une 50aine de personnes qui sont concernées par la déficience visuelle, soit parce que ce sont des personnes non-voyantes ou malvoyantes, ou des aidants, des parents, des conjoints, ou des professionnels comme des instructeurs de locomotion, des psychologues, etc. Et puis, il y avait également quelques chercheurs, mais ce n'était vraiment pas la majorité, quoi. Et donc, très brièvement, on a fait ce questionnaire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on a réalisé des groupes de discussion thématiques. Donc, il y avait 5 groupes pour identifier le plus exhaustivement possible les sujets à aborder dans le questionnaire. Donc, on a par exemple eu un groupe qui portait sur la scolarité, la petite enfance, l'enfance et l'adolescence. On a eu des choses sur la vie sociale, les loisirs, le travail, etc. Et donc, ces 5 groupes de discussion nous ont permis d'identifier environ 600 questions à poser. Mais bien sûr, 600 questions, c'est énorme, donc il a fallu faire des choix parmi ces questions. Donc, on a fait une seconde étape qu'on a appelée une phase de consensus, où très, très rapidement, en quelques mots, l'idée, c'était que les contributeurs, donc pour rappel, qui étaient soit des déficients visuels, soit proches, soit professionnels, donc les contributeurs attribuent une note de pertinence à chaque question et éventuellement proposent des reformulations si elles n'étaient pas claires ou si on pouvait les présenter d'une autre façon pour qu'elles soient le plus claires possible. Donc, l'objectif, c'était de nous permettre de sélectionner les questions les plus pertinentes, de réduire la taille du questionnaire et de faire en sorte que ces questions soient le plus compréhensibles possible. Et enfin, il y a eu une dernière étape, cette fois-ci avec des membres des associations qui sont porteurs de l'étude. Donc, dans cette dernière étape, rapidement, donc, on a essayé d'affiner le questionnaire à la fois en travaillant sur les questions, parfois des questions étaient redondantes, mais aussi en travaillant sur la logique générale du questionnaire, sa fluidité, sa facilité de remplissage. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de déjà répondre au questionnaire, vous avez vu, il est très long, mais on a vraiment fait au mieux pour garder la crème des questions qui semblent les plus importantes par les personnes concernées. Et bien sûr qu'on aurait pu poser des centaines d'autres questions, bien sûr, mais il a fallu faire des choix. Voilà. Et donc, ces choix, ce sont vraiment les personnes concernées qui les ont faites. Voilà, donc je vais vous présenter quelques données sur les enfants déficients visuels de moins de 16 ans. Donc, les questions ont été posées aux parents. Je voulais préciser donc que ce sont des questions, des données très préliminaires, puisqu'elles portent sur les données de janvier. Donc, à l'époque, on avait 179 parents. Depuis, on en a une centaine de plus. Et d'ici la fin de la collecte, on espère en avoir beaucoup plus, donc ça pourra évoluer. Et par ailleurs, l'analyse que je vous présente, elle est relativement simpliste et on pourra bien sûr faire des traitements un peu plus poussés, des croisements plus poussés. Donc, au niveau de la scolarité, et donc ce sont des données France entière. Au niveau de la scolarité, parmi les enfants qui sont scolarisés, on en a environ 8 sur 10 qui sont en milieu ordinaire et un peu moins de 1 sur 10 en scolarisation inclusive avec l'appui d'un dispositif Ulysse. En milieu ordinaire, on a 4 enfants sur 10 qui ont accès à des livres, manuels, documents adaptés en même temps que leurs camarades et plus de 3 enfants sur 10 avec un délai. Tandis que 2 enfants sur 10 n'ont pas accès à des documents adaptés alors que les parents estiment qu'ils en auraient besoin. Près de 7 parents d'enfants sur 10 estiment qu'ils ont eu accès à toutes les options possibles en termes de choix de type d'établissement. Et parmi les enfants scolarisés, 7 sur 10 sont accompagnés d'un AESH ou d'un AVS, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Néanmoins, ces professionnels ne sont pas formés à la déficience visuelle pour 2 tiers d'entre eux. En revanche, les parents estiment que cet accompagnement permet aux enfants de suivre les enseignements au même rythme que les autres pour 8 enfants sur 10. Au niveau des services d'accompagnement, parmi nos répondants, les enfants bénéficient de services d'accompagnement dans les structures médicales suivantes. Donc, ce sont surtout des S3AS, services d'aide à l'acquisition de l'autonomie et de l'intégration scolaire, donc pour 1/4. On a environ 15% des enfants qui sont accompagnés par des CESAD, donc services d'éducation spéciale et de soins à domicile, 12% dans des CAMS,
généralistes, donc centres d'action médico-sociale précoce, et 12% également dans des SAFEP, services d'accompagnement familial et d'éducation précoce. Voilà pour les services les plus mobilisés, les plus utilisés par les enfants de notre échantillon. On a regardé aussi quelles sont les prises en charge dont bénéficient dont ont bénéficié les enfants interrogés dans l'étude. Donc, les prises en charge les plus utilisées sont la prise en charge dans l'apprentissage des outils de communication adaptés, donc informatique, braille, la locomotion, l'entraînement des stratégies visuelles et le soutien psychologique. Et lorsque l'on interroge les parents sur les difficultés qu'ils rencontrent pour la prise en charge, les principales difficultés énoncées sont 1, la distance depuis le domicile, on en a parlé, vous en avez parlé précédemment, l'indisponibilité des professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge, donc le délai pour avoir un rendez-vous, et aussi en troisième position, la difficulté à trouver un professionnel. Néanmoins, on a un quart des parents qui déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés dans la prise en charge de leur enfant. Et 8 parents sur 10 qui estiment que la prise en charge, elle permet à leur enfant d'être suffisamment autonome. Voilà pour quelques données préliminaires. On aurait pu vous en présenter d'autres. On a essayé de faire un choix. Mais on a vraiment, je voulais vraiment, à titre personnel, témoigner de l'intérêt que j'ai pour cette étude qui est très riche, qui présente beaucoup dont les questions nous paraissent en tout cas très pertinentes. Et plus à mesure que l'on travaille dessus, et on espère pouvoir avoir un recueil suffisamment important pour permettre d'avoir des conclusions les plus fines et pertinentes possibles. Voilà, merci. Merci beaucoup, Caroline. Et effectivement, l'idée, c'est de vous faire à chaque fois des petits teasers pour vous donner envie d'aller déjà de répondre et d'aller plus loin sur ces enjeux. Et notamment, là, c'est plus le géographe qui parle, plus on a des retours dans les différentes régions, département par département, plus on va pouvoir éventuellement voir un petit peu s'il y a des spécificités ou des problématiques particulières dans certains départements, et ce qu'on ne peut évidemment pas faire quand on a un échantillon qui est insuffisant, peut-être pour faire le lien justement avec l'échange qu'on a pu avoir avec Madame Collin. Je ne sais pas si Madame Collin veut réagir, alors vraiment de manière très courte, parce qu'il nous reste encore deux intervenants avant la conclusion de Dominique Alain, mais je ne sais pas si elle souhaite réagir. Pas de reconnexion. On pourra reprendre un temps si vous... Ah, peut-être, si, allez-y. Oui. Allez-y. Non, peut-être juste pour dire qu'en fait, pour corroborer sur le lien en fait avec la question de la prise en charge des jeunes et puis l'entrée en scolarité. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que l'âge moyen d'arrivée est situé entre 5 et 7 ans et que c'est souvent l'entrée au CP qui vient mettre le doigt sur la difficulté éprouvée par les enfants. Voilà, je crois que c'est vraiment un âge charnière, mais voilà, c'est tellement dommage qu'on ne puisse pas les accompagner bien avant, quoi. Et ouais, c'est ça qu'on ne soit pas. Moi c'est vraiment un élément très très important. C'est ce dépistage finalement où on a trop tardif. C'est beaucoup trop tardif. Et finalement dans beaucoup de cas, on s'en rend compte au moment où, parce qu'il y a une difficulté à la lecture, voilà, et oui, il y a une difficulté à la lecture et pour cause, mais on le sait, on s'en rend compte que bien plus tard. Et derrière, il manque aussi ce que vous nous dites, c'est là aussi, je me répète, mais sur cette culture au niveau des différents professionnels qui vont être autour, que ce soit les professionnels de santé, mais les professionnels dans l'éducation nationale aussi, de se dire à un moment, il y a peut-être un sujet de déficience visuelle, vers quel acteur on va se tourner par rapport à ça. C'est sûr, oui. Ouais, justement, d'où l'importance, mais c'est passionnant, votre étude est passionnante et donc merci à vous, Madame Collin. Je vais laisser la parole à Monsieur Boursin, qui est délégué santé chez Optique 2000. Alors Optique 2000, vous voyez
différents publics qui viennent chez vous, puisque finalement, on va retrouver enfants, adultes, enfin, on va retrouver un petit peu tous les âges. Peut-être une réaction par rapport à ce qu'on a échangé jusqu'à présent? Oui, parfaitement. Alors déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de nous donner la possibilité de nous exprimer par rapport à l'engagement d'Optique 2000 au travers de l'étude Omer. Donc, nous, globalement, on intervient et on sponsorise principalement le lot 4, donc on est de l'autre côté là, de la pyramide des âges, puisque ce lot concerne notre cœur de métier. Ouais. Voilà, le lot 4 aujourd'hui concerne les personnes de plus de 65 ans, qui composent à 80% les malvoyants qui accompagnent Optique 2000 au quotidien. C'est-à-dire que voilà, globalement, 80% des malvoyants que nous allons accompagner ont plus de 65 ans. Donc, de fait, ça nous intéresse particulièrement de pouvoir adapter notre prise en charge au travers des résultats de ces questionnaires. Et les premiers résultats, d'ailleurs, sont d'ores et déjà très inspirants parce qu'ils nous permettent d'ajuster nos prises en charge de la manière la plus adaptée possible. Pour recontextualiser un petit peu rapidement l'engagement d'Optique 2000 concernant la malvoyance, il remonte déjà à 2009, où à l'époque, on s'était basé sur l'enquête HID de 2005, donc handicap, incapacité, dépendance, que vous connaissez certainement, pour construire notre méthodologie et puis notre prise en charge par rapport à ces statistiques. On en a déduit deux axes, ça nous a permis de développer deux grands axes. Donc, le premier axe, c'est de former un réseau dans le réseau, puisqu'on a aujourd'hui chez Optique 2000 des opticiens qui sont points experts Basse Vision. Donc, au sein même de notre réseau d'environ 1200 magasins, on a à date plus de 210 magasins qui vont être spécialisés dans la prise en charge des malvoyants et dans la Basse Vision. Alors, pour notre région Bourgogne-Franche-Comté, ils sont au nombre de 12 aux dernières infos. Et ce sont des opticiens qui sont particulièrement impliqués dans la prise en charge des malvoyants et de la basse vision, puisqu'ils vont suivre un parcours de formation pour apprendre les techniques d'accueil des personnes déficientes visuelles. Ils vont prendre également en compte les accompagnants, ce qui est un élément fondamental. Ils vont également donc être formés aux derniers équipements optiques et puis aux solutions spécifiques et adaptées qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre, essayer et faire tester aux malvoyants. Et puis également, ils sont dans un process de formation continue, ils s'engagent dans un process de formation continue où tous les ans, ils participent à des colloques et ils sont accompagnés d'un comité d'experts. Donc, il y a vraiment une volonté de la part de ces opticiens Optique 2000 de venir au service des malvoyants de la manière la plus adaptée possible. Donc, ça, c'est le premier axe. Et puis, le second axe, en fait, c'est les CECOM. Donc, les CECOM sont des centres d'orientation pour les personnes malvoyantes. Ce sont des centres gratuits. Aujourd'hui, ils sont en France au nombre de 3. Donc, vous en avez un à Paris, à Lille, et puis dans notre région, il y en a un à Besançon. Ils sont dédiés à cette prise en charge des déficients visuels en se décorrélant complètement de toutes les démarches commerciales. Et par exemple, l'accueil à Besançon se fait au sein des locaux de l'association des Salins de Breuilly. Cette prise en charge, en fait, elle est faite par un orthoptiste et par un opticien qui travaillent de manière coordonnée, qui font des retours dans le parcours de soins aux médecins et aux soignants de la personne déficiente visuelle. Bon, à date, pour exemple, un CECOM accueille une trentaine de déficients visuels par semaine, et ce, je le répète, de manière totalement gratuite. Donc ça, ce sont les deux axes de l'engagement Optique 2000, mais bon, au-delà de la partie, au-delà du soutien financier que nous apportons à l'étude Omer, on va également avoir un soutien en termes de ressources, puisque aujourd'hui, les opticiens experts Basse Vision Optique 2000 relaient l'information de l'existence et de la mise en place de l'étude. Donc ça, c'est un moyen de promotion. Donc ça se fait bien évidemment auprès des clients des opticiens, auprès des malvoyants et également auprès du corps médical. Et dans un second temps, on va dédier les équipes du CECOM qui peuvent aider au remplissage des questionnaires si le malvoyant éprouve des difficultés à y répondre. Bon, alors, si on fait le bilan, l'aide est très peu sollicitée.
pour le remplissage de ces questionnaires. Et ça sous-entend certainement que le questionnaire est plutôt bien fait et relativement accessible. Enfin, toujours est-il que les équipes du CECOM sont là pour aider à répondre à ces questionnaires. Donc, voilà ma conclusion. Voilà, sur l'engagement que nous menons auprès de cette étude, l'objectif est bien évidemment de contribuer à obtenir de nouvelles données, on en a parlé tout à l'heure, obtenir un maximum de données et des données les plus fines, les plus pertinentes possibles sur un plan géographique, vous l'avez souligné Pierre-Marie, pour que nous puissions demain, dans une volonté de territorialisation de la prise en charge de la santé, eh bien, pouvoir s'adapter, pourquoi pas, dans un réseau national à des particularités territoriales, ce qui n'est malheureusement pas aujourd'hui le cas. Donc, encore une fois, merci à toutes, merci à tous pour l'énergie que vous engagez sur la réussite de cette étude OMER. Merci beaucoup. Et merci à M. Boursin pour justement tout l'accompagnement que vous nous offrez dans le cadre de cette étude et toutes les actions que vous menez. Et je vais laisser la parole à Bastien. Alors, j'espère que je ne vais pas, parce que je ne suis jamais très doué sur les noms. Non, mais je vais vous aider. C'est Bastien Casberger. Voilà, vous l'avez très bien dit. De l'AGFIP, également partenaire clé de cette étude, je dirais partenaire historique de l'étude OMER. Une intervention aussi en fin de session, parce que je pense que justement, c'est par rapport à tout ce qu'on s'est dit, et notamment ce lien avec la scolarité et l'insertion dans le monde professionnel, je pense que ça peut être très intéressant de vous entendre sur ces aspects-là. Oui, exactement. Merci de me donner la parole. Et effectivement, je vais pouvoir rebondir sur quelques propos que j'ai pu entendre pendant ces échanges vraiment très intéressants. Alors, peut-être tout d'abord situer un tout petit peu ce qu'est l'AGFIP. L'AGFIP, c'est l'association qui gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, nous, on est présent en Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Et on couvre l'intégralité de la région. Et la GFIP met à disposition des entreprises et des personnes en situation de handicap tout un panel d'aide tout au long de la vie professionnelle. Donc, on voit bien qu'on touche aussi plutôt jeunes adultes. Ça fait aussi partie de notre cible. Avec 4 grands principes, dont un qui a été plusieurs fois rappelé pour des différentes interventions, c'est viser l'autonomie de la personne, intervenir pour sécuriser son parcours professionnel également, compenser le handicap, évidemment, et puis toujours intervenir en complémentarité avec tous les dispositifs de droit commun qui peuvent déjà exister. Donc, autrement dit, on ne va pas intervenir seul, mais toujours s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et pour nous, l'étude a une vraie importance et une vraie importance d'avoir des réponses. Ça a été déjà dit à plusieurs reprises, mais ça me paraissait important de le rappeler une nouvelle fois. C'est aussi de pouvoir mieux connaître, nous, les difficultés et les besoins pour pouvoir mieux les satisfaire dans la vie professionnelle. Et pour le coup, ça tombe plutôt bien puisqu'on est en train de retravailler à une refonte de nos modalités d'intervention prochainement. Donc, l'étude tombe plutôt bien pour pouvoir mieux connaître quels sont les besoins. Mais je vais revenir aussi sur ce qu'on met déjà en place dans la suite de ma présentation. Pour revenir sur ce que disait Monsieur Gendron, notamment sur l'apprentissage, et de manière plus générale peut-être sur l'alternance, ça a une vraie importance pour nous, c'est une vraie priorité de pouvoir développer l'apprentissage pour plusieurs raisons, puisque ça permet de se former un métier, de se former tout simplement, et surtout probablement d'accéder à un emploi plutôt durable. Alors, pour pouvoir accompagner les personnes qui veulent aller vers l'apprentissage, et là je pense plus particulièrement aux jeunes adultes, on a mis en place ce qu'on appelle une ressource handicap formation. La ressource handicap formation, très simplement, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir mieux prendre en compte le handicap de la personne en formation. Et donc d'accompagner les différents intervenants dans le cadre de la formation à mieux accueillir la personne et faire en sorte qu'elle puisse suivre dans les meilleures conditions possibles sa formation. Notre ressource handicap formation, elle va s'appuyer sur 3 axes. Un premier axe qui est l'appui aux situations individuelles. Je vais redétailler un petit peu ce qu'on peut proposer dans cet accompagnement. Un axe d'appui conseil aux organismes de formation et aux CFA. Là aussi, je vais pouvoir vous donner un petit peu de détails. Et enfin, tout un axe de professionnalisation
à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et je voulais juste illustrer le propos sur la professionnalisation. On a avec notre CARIFOREF, donc en fort en Bourgogne-Franche-Comté, qui gère tout l'aspect formation. On a un module de formation sur le handicap visuel en particulier. Donc ça permet aussi à toutes les personnes qui font de la formation de pouvoir se former vraiment sur ce type de handicap en particulier pour pouvoir accueillir encore mieux les personnes qui sont intéressées par la formation. Sur ce qui va concerner l'appui aux situations individuelles, en fait, ça va être tout ce qui va permettre à un centre de formation pour apprentis, par exemple, de pouvoir accueillir la personne, puisqu'il n'y a pas nécessairement d'expertise pour l'accueil des personnes en situation de handicap visuel en particulier, mais de pouvoir l'accompagner, l'orienter vers les bons acteurs pour faire en sorte que la formation se déroule du mieux possible pour la personne qui va vouloir entrer en formation. C'est un vrai levier de professionnalisation et finalement de pouvoir offrir les meilleures conditions possibles à la personne. Juste pour illustrer très simplement et concrètement cet accompagnement individuel, on a eu il y a peu de temps la situation d'un jeune qui voulait suivre une formation en microélectronique, à qui on a proposé de filmer le tableau pour qu'il puisse suivre le tableau du professeur pour pouvoir suivre la formation. Ça ne nous a pas paru nécessairement la meilleure des solutions. Simplement, l'organisme de formation ne savait pas comment faire autrement. Le jeune n'a pas su non plus exprimer vraiment quels étaient ses besoins. Alors, ce qu'on a proposé, c'était de recourir à des experts du handicap visuel qui sont venus en organisme de formation pour identifier à la fois les besoins de la personne et les possibilités qui pouvaient être mises en place pour compenser le handicap pendant la formation. Et au final, il s'est avéré que ce n'était pas du tout le fait de filmer le tableau qui était nécessaire, mais plutôt de mettre en place d'autres accompagnements, d'autres outils qui sont bien plus pertinents et surtout très en adéquation avec le besoin de la personne. Donc voilà, ce qu'on peut mettre en place. Et là, on s'appuie sur des experts du handicap, sur voir et percevoir pour ce qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté. On va également accompagner le référent handicap du CFA, du Centre de formation pour les apprentis, à vraiment se professionnaliser sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Et là aussi, on va le conseiller et l'orienter dans sa politique emploi. Et j'en ai déjà parlé, on va pouvoir s'appuyer sur tout un réseau d'experts du handicap tout au long du parcours de la personne. Et en parallèle de ça, on a aussi des aides financières à destination de la personne, de l'organisme de formation ou de l'entreprise pour pouvoir suivre sa formation dans les meilleures conditions. Donc vous le voyez, finalement, il y a déjà des choses qui existent, qui sont probablement perfectibles, et c'est en ça que l'étude OMER nous intéresse, c'est de pouvoir identifier quels sont vraiment les besoins des personnes pour pouvoir encore mieux affiner les dispositifs qu'on met en place sur le territoire et faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions concrètes et pérennes pour les personnes. Merci beaucoup Bastien. Et merci à la GFIP d'être notre partenaire sur cette étude. On va bientôt arriver à la fin de cet échange. Très intéressant, autonomie, caractère inclusif. Toute la question du dépistage le plus en amont possible, toute la question de l'accompagnement aux différents moments du parcours de vie, et notamment entre la scolarité et le monde professionnel et au sein du monde professionnel. Donc je pense qu'on a vraiment ouvert un certain nombre de réflexions et c'était pour moi vraiment un vrai plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je vais laisser pour conclure la parole à Dominique Alain, qui est administrateur VE. Et justement, je pense que vous allez revenir sur l'importance de se mobiliser sur ce collectif, vis-à-vis de notre collectif et pour que notre étude soit un succès. Je vous laisse la parole, Président. Alors, je ne suis pas président, je suis trésorier national. Enfin, administrateur, oui, pardon, excusez-moi. Oui, je vous vois déjà président. Allez-y, excusez-moi, monsieur Alain. Pourquoi pas, après tout, mais bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, j'aurais bien voulu vous accueillir dans notre belle capitale régionale,
Mais bon, mais je vous remercie quand même de chacune et chacun d'avoir pris le temps de rejoindre ce temps d'échange et de partage en visio qui était très riche et très intéressant. Je remercie aussi les intervenants qui nous ont apporté leur regard, leurs expériences et leur souci de rendre toujours plus accessible l'accompagnement des personnes porteuses d'un handicap visuel. Je pense qu'il est important de réunir nos forces pour faire avancer cette enquête Omer, et c'est ce qu'a réussi à faire le collectif afin de connaître mieux la population déficiente visuelle et d'agir pour avoir une politique adaptée aux réels besoins de cette population. La démarche collective qui porte ce projet espère sensibiliser au plus près les différents acteurs pour que le plus grand nombre puisse accéder à cette enquête et pouvoir y répondre. Ceci permettra d'autant plus la crédibilité de cette démarche si on arrive à sensibiliser le plus de monde possible. Je sais qu'il y a une date limite qui est fixée à cette enquête entre le 15 et le 30 juin. Bon, ça se passera peut-être à repréciser. Donc, à la suite, comme on l'a évoqué, à la suite de cette enquête, il y aura une analyse qui sera effectuée et qui permettra de constituer un observatoire national de la déficience visuelle qui réunira et validera toutes les données afin de proposer au pouvoir public la création de dispositifs et d'aménagements pour un meilleur accompagnement et une réelle inclusion réfléchie. Et cette démarche ne peut aboutir que par la pertinence et l'efficacité d'un partenariat constructif. Et je remercie toutes les structures et associations qui œuvrent ensemble dans cette démarche. Et je souhaite donc bon vent à Omer en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup, monsieur Alain. Écoutez, on est arrivé au terme de notre échange, sauf si quelqu'un souhaite bien sûr ajouter quelque chose, mais si ce n'est pas le cas, on vous souhaite à tous en tout cas une bonne fin de journée, et puis on compte sur vous, sur l'étude Omer, étude-omer.org, et je vous rappelle le numéro de téléphone 06 35 36 59 97. Merci à vous tous.